Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier les membres du CIRST, et en particulier Julien Larègue et Jean-Benoît Cormier-Zambry, pour leur invitation et pour l'organisation de cette séance. Ma présentation est intitulée Reconfigurer la légitimité intellectuelle, la Turquie à l'épreuve des guerres culturelles. Ce travail s'appuie sur mon travail de thèse que j'ai soutenu en octobre dernier. Ma thèse, moi, je l'ai soutenue à l'EHESS. Je l'ai réalisée sous la co-direction de Gisèle Sapiro et Amit Bozarslan. Et ma thèse est intitulée La guerre culturelle en Turquie, sociologie historique des intellectuels conservateurs de 1961 jusqu'à l'ère d'Erdogan. Dans ce travail, j'ai étudié l'émergence, l'évolution et l'installation de cette formule de guerre culturelle en Turquie, en m'intéressant notamment aux trajectoires d'intellectuels conservateurs et aux usages politiques qu'ils font de la culture. En effet, les guerres culturelles, on en entend beaucoup parler ces dernières années. On en entend parler dans un contexte mondial où des mobilisations conservatrices accèdent au pouvoir dans de nombreux pays, Et aujourd'hui, déclarer ces guerres culturelles pour les remporter fait pleinement partie du langage politique contemporain. Aux États-Unis, par exemple, juste un exemple, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, déclarait en 2022, Florida is where woke goes to die, en présentant ces réformes éducatives comme une bataille culturelle contre le progressisme. En Europe, des gouvernements comme celui de Viktor Orban en Hongrie revendiquent explicitement une bataille culturelle. Ou en Pologne, ces conflits structurent fortement les débats publics autour de la mémoire nationale, de la religion, du genre ou des politiques culturelles. Quant à la Turquie, juste il y a quelques mois, le président turc Recep Tayyip Erdogan évoquait lui aussi l'existence des guerres culturelles globales et appelait à renforcer les institutions culturelles chargées de défendre les valeurs nationales. Autrement dit, les guerres culturelles circulent aujourd'hui très largement et elles circulent dans les discours politiques, dans les médias, mais aussi dans le langage savant. Par contre, lorsqu'on évoque les guerres culturelles, on ne sait pas toujours si l'on parle de conflits de valeurs, de luttes partisanes, de politiques culturelles, de controverses morales ou plus largement d'un mode de polarisation politique. Il s'agit d'une notion très glissante, polysémique, et elle constitue en fait, cette notion de guerre culturelle, elle constitue une catégorie à la fois émique, c'est-à-dire mobilisée par les acteurs eux-mêmes, et analytique, largement reprise pour décrire la polarisation des sociétés. Comme concept analytique, cette notion n'est pas entièrement nouvelle. On peut d'abord la rapprocher du terme allemand de Kulturkampf, qui désigne à l'origine les conflits opposant à la fin du 19e siècle l'État prussien à l'Église catholique. Et ce concept est notamment mobilisé pour penser des conflits politico-religieux autour de l'ordre moral et social. Mais la diffusion plus large de la notion de culture wars intervient surtout au début des années 1990 avec les travaux de James Davison Hunter à travers son ouvrage du même nom, Culture Wars, The Struggle to Define America, paru en 1992. Il a surtout popularisé et stabilisé la notion dans le débat intellectuel américain contemporain. Hunter décrit par ce terme une polarisation morale croissante de la société américaine autour de conflits sur la famille, la religion, l'éducation ou encore l'avortement. Et cela oppose deux visions concurrentes de l'autorité morale, l'orthodoxie et le progressisme. En fait, si cette notion connaît une première phase de diffusion importante au début des années 1990, un second moment de forte réactivation apparaît à partir des années 2010. Si je reviens au contexte turc, dans le contexte turc, certains intellectuels conservateurs mobilisent cette notion pour défendre un projet de redéfinition de l'identité nationale, notamment à travers une réaffirmation de ses dimensions religieuses islamiques. Du côté des chercheurs, la notion est mobilisée pour analyser les tentatives de gouvernement de reconfigurer les hiérarchies culturelles,
notamment en réaction à ce qui est perçu comme l'héritage occidentaliste de la République turque, qui est un héritage associé aux élites urbaines, laïques, et souvent désigné sous le terme d'un héritage aux Turcs blancs. Et en Turquie, on a vécu plusieurs transformations ces dernières années. Et ces transformations ont été interprétées dans ce cadre par un certain nombre de chercheurs. Par exemple, je pense ici à la normalisation du port du voile dans les institutions publiques, l'aménagement des horaires administratifs pour permettre la prière du vendredi. La Turquie est un pays laïque sous la Constitution. Ou encore l'introduction des cours de Coran dans les programmes scolaires. Certains chercheurs ont analysé ces développements comme une sorte de guerre culturelle en cours. Et d'autres analyses parlent également d'une révolution conservatrice pour désigner la phase ouverte après la première décennie du gouvernement de l'AKP. Ça, je vais y revenir. Et d'autres interprètent ces conflits comme l'expression d'une tension plus longue opposant deux formes historiques d'identité collective en Turquie, la modernité séculière, laïque, et le conservatisme religieux. Et la notion de guerre culturelle tend ainsi à naturaliser cette opposition entre conservateurs et laïcs, et avec la mobilisation importante de cette notion, on a l'impression que ces guerres culturelles constituent le principe explicatif central des conflits symboliques que l'on trouve en Turquie. Et mon idée est que ça masque les conditions sociales et historiques de production de guerres culturelles en Turquie. Du coup, dans cette présentation, je propose de déplacer légèrement le regard. Plutôt que de partir des conflits eux-mêmes, mais sans négliger leur présence, je voudrais partir des acteurs qui déclarent l'existence des guerres culturelles en Turquie. L'enjeu est ainsi d'objectiver une catégorie de lutte en analysant les conditions sociales et institutionnelles de sa formulation. Comment devient-il possible de parler de guerre culturelle? Qui rend cette catégorie pensable? Qui lui donne une efficacité publique? Et à quelles conditions devient-elle ensuite un cadre d'intervention publique? C'est à ces questions que je voudrais revenir aujourd'hui à partir d'une enquête consacrée à la Turquie contemporaine. Alors, pourquoi la Turquie? En effet, la Turquie constitue un terrain heuristique pour observer la manière dont les guerres culturelles peuvent être formulées, organisées et progressivement institutionnalisées. Le pays est dirigé depuis 2002 par le Parti de la Justice et du Développement, l'AKP, sous l'autorité de Recep Tayyip Erdoğan, qui a progressivement consolidé un pouvoir politique durable. Ce parti est issu de l'islam politique turc, dont les origines institutionnelles remontent notamment à l'émergence, à partir de la fin des années 1960, de mouvements d'extrême droite organisés en Turquie, dans le contexte de la guerre froide. Et dans ces milieux intellectuels et politiques, l'idée d'une conquête culturelle occupe déjà une place importante dès ces années-là. Et ce point mérite d'être souligné. Parce qu'il montre que la bataille culturelle n'est pas une invention récente. Cette bataille culturelle est pensée dans ces milieux comme une condition préalable à l'accès au pouvoir. C'est que l'idée est déjà là. Tant qu'on reste dominé dans les arts, les médias, l'université, l'édition, les espaces de production symbolique, le pouvoir politique lui-même reste incomplet. Et la Turquie de l'AKP correspond précisément à une période au cours de laquelle des cadres politiques et des intellectuels formés à travers une telle stratégie accèdent durablement aux positions de pouvoir. Et c'est cela qui rend le cas turc particulièrement éclairant. En effet, la première décennie de l'AKP est caractérisée par une phase de consolidation du pouvoir politique, marquée notamment par des réformes présentées comme démocratisantes dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne, ainsi que par une croissance économique soutenue.
Durant cette période, le gouvernement parvient progressivement à renforcer son emprise sur les institutions étatiques, souvent dans le cadre d'alliances stratégiques, notamment avec le mouvement de Fethullah Gülen. Il s'agit d'un mouvement religieux dont les membres occupaient des postes clés dans les champs bureaucratiques. Et suite à cette phase de stabilisation politique, à mesure que le pouvoir politique se consolide, la question de l'hégémonie culturelle devient plus saillante. En fait, cette rhétorique était quasiment abandonnée dans les années 2000 et elle revient à travers un diagnostic récurrent à la fin des années 2000. Et ce diagnostic a été formulé d'abord par des intellectuels. Selon ce discours, il s'agirait d'un décalage entre le pouvoir politique acquis par les élites conservatrices et une hégémonie culturelle qui resterait largement dominée par des élites occidentalisées, laïques, progressistes. Autrement dit, ils disent, nous gouvernons politiquement, mais nous ne dominons pas encore culturellement. Et ce diagnostic permet de dire, la conquête de l'État ne sera terminée que lorsque les hiérarchies culturelles auront-elles aussi été renversées. Mais surtout, au cours des années 2010, ces discours ne restent pas cantonnés à l'espace polémique ou médiatique. Ils se traduisent progressivement par la mise en place de dispositifs institutionnels, d'alliances consultatives ou de commissions chargées d'identifier les problèmes culturels du pays et de formuler des orientations de politique publique. Un exemple particulièrement éclairant est celui de la troisième Choura de la culture nationale. Il s'agit d'une assemblée délibérative organisée en mars 2017 par le ministère de la Culture. À cette occasion, environ 170 intellectuels sont réunis afin de produire des recommandations en matière de politique culturelle. Et l'objectif est explicite, structurer une stratégie de conquête de pouvoir culturel. À la première journée de cet événement, cette réunion, Recep Tayyip Erdoğan y prononce un discours emblématique dans lequel il affirme: nous pouvons accéder au pouvoir politique, mais pour le pouvoir culturel, nous devons fournir un effort beaucoup plus important. Lui, il a lui-même utilisé cette notion de pouvoir culturel sur lequel je reviendrai. De mon côté, je m'intéresse notamment à la manière dont se construit ce que j'appelle un problème culturel. Par le problème culturel, j'entends toute formule mettant en avant cette idée de l'écart entre pouvoir politique et hégémonie culturelle, ainsi que celle de la nécessité d'une action publique pour rééquilibrer ces rapports de force en faveur des acteurs conservateurs. J'adopte ici une approche inspirée de la sociologie des problèmes publics. L'idée, c'est de ne pas analyser les problèmes en eux-mêmes, mais plutôt les opérations par lesquelles certains acteurs parviennent à formuler ces problèmes, à les imposer et à les faire reconnaître comme tels. Autrement dit, je m'intéresse à ce que Pierre Bourdieu appelle sur l'État des opérations d'officialisation, des processus de nomination, de classification et de reconnaissance par lesquels certaines catégories comme pouvoir culturel dans le cas turc et certaines visions du monde s'imposent comme légitimes dans l'espace public. Cette approche me semble fondamentale ici parce que dire qu'il existe un problème culturel, ce n'est pas simplement décrire une situation. C'est déjà produire une certaine vision de cette situation d'abord dans l'espace intellectuel, puis dans l'espace politique. Et c'est déjà contribuer à lui donner une consistance publique. Impliquement, pour analyser ce processus de construction du problème culturel et d'officialisation des guerres culturelles, je m'appuie sur un corpus de 210 textes et interventions publiques produits par 38 intellectuels proches du pouvoir. Ce corpus repose sur la construction de deux bases de données complémentaires. D'une part, une base recensant l'ensemble des interventions avec des informations sur leur forme, leur date et leur lieu de publication. En fait, il s'agit des éditoriaux journalistiques, des entretiens médiatiques, des rapports, des ouvrages, ainsi que des conférences publiques. D'autre part, une base biographique permettant d'analyser les trajectoires sociales, professionnelles, générationnelles de ces acteurs dans une perspective prosopographique. Et la constitution de ce corpus s'est faite en plusieurs étapes.
Dans un premier temps, j'ai identifié les textes et discours dans lesquels apparaissent explicitement certaines catégories centrales, telles que problématiques culturelles, hégémonie culturelle ou encore pouvoir culturel. L'enjeu était de voir quand, comment et par qui la culture est constituée un problème. Dans un second temps, j'ai élargi le corpus en remontant vers les espaces de production dans lesquels ces prises de position s'inscrivent. Les journaux, l'espace journalistique, les think tanks, les revues, les universités. Et cela permet de montrer que ces interventions ne sont pas isolées, mais s'inscrivent dans des espaces structurés de production et de diffusion. Enfin, cette double entrée, à la fois par les textes et par les trajectoires, permet d'articuler l'analyse des discours à l'analyse des propriétés sociales de leurs producteurs et donc de comprendre dans quelles conditions certains énoncés acquièrent une efficacité symbolique. Et du point de vue de la périodisation, le corpus couvre principalement la période 2009-2019 et on observe une chute significative au moment de la pandémie. Elle est suivie d'une reprise partielle par la suite, mais je n'aborde pas cette période post-pandémie en ce moment. Alors, ce graphique que j'ai créé à partir de ce corpus me permet de proposer une lecture à la fois quantitative et diachronique de cette production. On observe d'abord une montée progressive, puis des pics très nets à certains moments clés, notamment autour de 2012, puis en 2015 et en 2018. Et ces moments correspondent à des séquences politiques spécifiques, comme récomposition du pouvoir ou tentative de redéfinition idéologique. Ces séquences réactivent fortement la production discursive autour du problème culturel. Et à l'inverse, certaines périodes sont marquées par un reflux relatif de ces interventions. Un point important enfin, ce corpus est largement dominé par des formes d'intervention journalistique. Pour les 210 textes recensés, 141 sont des éditoriaux de presse, ce qui en fait de loin la forme dominante. Cela représente environ 71% du corpus. Les autres formes d'intervention, articles de revue, rapports de think tank ou contributions à des ouvrages collectifs, restent beaucoup plus marginales. Autrement dit, la construction du problème culturel passe avant tout par des formes d'intervention individuelles, et en particulier par des éditoriaux journalistiques. Cela signifie que les guerres culturelles sont élaborées dans des arènes médiatiques structurées par la polémique, la récurrence et la visibilité individuelle. Et je voudrais maintenant m'appuyer sur quelques extraits de ce corpus qui permettent de saisir la manière dont ces acteurs formulent ce problème culturel. Un point de départ particulièrement éclairant se situe en 2009 avec les premiers textes d'un romancier et éditorialiste, Iskandar Pala, j'ai mis sa photo là. Et lui, il joue un rôle central dans la réactivation de ces thématiques dans le champ intellectuel turc. Il a publié une série d'éditoriaux à partir d'octobre 2009 sous le titre Nos problématiques culturelles. Et c'est ainsi qu'il a introduit explicitement cette idée de problématiques culturelles. En fait, ce qu'il met avant, c'est l'idée d'un décalage entre la domination politique acquise par les conservateurs et l'absence de ces conservateurs dans le champ de la production culturelle. Autrement dit, alors même qu'un parti conservateur est au pouvoir depuis plusieurs années, l'année 2009, c'est-à-dire que depuis 7 années, les arts, la littérature ou encore les institutions culturelles resteraient dominés par des élites perçues comme de gauche ou occidentalisées. Et ce diagnostic s'accompagne d'une reformulation plus générale sous la forme d'un conflit. Iskandar Pala affirme ainsi que nous serions entrés dans un siècle de guerre culturelle, où l'on combat non plus avec des armes, mais avec des valeurs culturelles. Et cette question, cette formulation relie la question des arts et de la culture à des enjeux plus vastes, la nation, l'identité, la civilisation, les valeurs. Mais cette prise de position ne surgit pas dans le vide. La trajectoire de Iskandar Pala permet de comprendre les conditions sociales de cette prise de position. Formé comme spécialiste de littérature classique ottomane, il a d'abord exercé comme enseignant dans les écoles navales,
avant d'être exclu de l'armée en 1997 lors du processus dit du 28 février. C'est un moment où les militaires sont intervenus dans la vie politique avec un mémorandum. Et ce fut à l'encontre de la montée en puissance du parti islamiste de l'époque. Cet épisode de, de son départ forcé de l'armée est ensuite réinvesti dans les écrits de Iskandar Pala, où il se présente comme une victime de la tutelle militaro-laïque en raison de son mode de vie religieux. À partir des années 2000, Iskandar Pala se reconvertit comme écrivain, puis éditorialiste dans la presse. Et sa série d'éditoriaux s'inscrit dans une conjoncture spécifique marquée par la consolidation du pouvoir de l'AKP à la fin des années 2000. Et il est important à noter que cette prise de position est portée par un tel acteur disposant d'une forte capacité de légitimation liée à sa position à la croisée des espaces littéraires, médiatiques ainsi que politiques. Il est en effet également inséré dans des dispositifs institutionnels liés au pouvoir, notamment dans le domaine des politiques culturelles, ce qui renforce la portée de cette prise de position. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette première série d'éditoriaux, il en a fait 15, en fait 15 éditoriaux du mois d'octobre 2009 jusqu'au mois de février 2010. Cette première série d'éditoriaux ne suscite pas immédiatement un débat public, un débat intellectuel. Certaines réactions proviennent d'éditorialistes insérés dans la presse gouvernementale, mais ça reste assez limité. C'est-à-dire que cette première formulation du problème culturel demeure peu stabilisée à cette époque-là. Mais c'est précisément ce qui rend la séquence suivante particulièrement intéressante. En fait, 2 ans et demi plus tard, ce problème culturel commence à être repris, reformulé et progressivement institutionnalisé. Ce déplacement est particulièrement visible à travers les prises de position de Mustafa İsem, alors secrétaire général du président de la République, Abdullah Gül. Lui-même professeur de littérature, il est issu des mêmes milieux intellectuels conservateurs que Pala. En mars 2012, Mustafa İsem prononce un discours dans le cadre d'une réunion informelle organisée par une association islamique. Il y affirme qu'après les succès politiques et économiques, le gouvernement doit désormais investir le domaine culturel. Il appelle notamment à l'élaboration des normes esthétiques conservatrices et à la promotion d'un art conservateur. Ce qui se joue ici, c'est l'entrée explicite d'un agent du pouvoir dans ce débat sur la culture légitime. Autrement dit, un diagnostic initialement formulé dans l'espace journalistique est désormais repris depuis une position étatique centrale. On assiste ici à un processus d'officialisation ainsi. Ce qui relevait jusque-là des prises de position intellectuelles devient de plus en plus une catégorie légitime d'intervention publique. C'est dans ce contexte que les problématiques culturelles sont progressivement stabilisées et requalifiées sous une nouvelle appellation, celle de débat sur l'art conservateur. Ce débat est structuré autour d'une question centrale. Peut-il exister un art spécifiquement conservateur et si oui, sous quelle forme? Alors, cette officialisation produit des effets concrets dans mon corpus. À partir de ce moment, un certain nombre d'acteurs investis dans les espaces journalistiques, littéraires et universitaires s'engagent dans ce débat, à la suite de cette prise de parole du secrétaire général de la présidence de la République. Empiriquement, sur les 38 agents de mon corpus, 12 interviennent entre février et mai 2012 autour de ces enjeux culturels. Ce premier moment du débat est porté par un groupe relativement homogène d'acteurs. Il s'agit exclusivement d'hommes âgés de 45 à 77 ans, dont les trajectoires se situent entre islamisme, nationalisme et conservatisme, 3 composantes de la droite turque. Et ces agents interviennent majoritairement dans la presse gouvernementale à ce débat. Ce point est important car il
car il renvoie à une structure générationnelle spécifique. La majorité de ces acteurs appartiennent à des générations socialisées dans le contexte de la guerre froide, avec un âge moyen d'environ 58 ans au moment du débat. Et cette socialisation politique pèse sur la manière dont ils interprètent les transformations contemporaines du champ culturel. Les enjeux sont souvent lus à travers une grille héritée des oppositions entre gauche et droite, où la culture est pensée comme un terrain de lutte contre un camp adversaire. Autrement dit, les guerres culturelles contemporaines apparaissent en partie comme une réactivation des champs conflictuels plus anciens à ce moment-là. Mais ce débat ne produit pas un consensus homogène. On observe au contraire la structuration de quatre prises de position distinctes qui renvoient à des positions différenciées dans les champs intellectuels. D'abord, un premier pôle correspond à des intellectuels dotés d'une forte reconnaissance dans le champ littéraire. C'est ce que j'appelle un pôle de consécration étatico-conservatrice. Ces acteurs soutiennent l'intervention de Mustapha Hissène. Chez eux, l'appel à un art conservateur s'inscrit dans une perspective de restauration morale et culturelle en lien avec une vision civilisationnelle de la culture. Dans ce cadre, Iskandar Pala joue un rôle de référence et dans ses textes, il définit l'art conservateur comme une tentative de réconciliation avec une culture nationale perçue comme délaissée ou marginalisée. Et puis, un second pôle, que j'appelle un pôle d'autonomie relative, ce pôle regroupe principalement des journalistes et des universitaires dont la reconnaissance repose davantage sur leur activité intellectuelle propre que sur leur insertion dans le champ du pouvoir. Ces acteurs prennent leur distance avec l'idée d'un art conservateur défini par un agent du pouvoir, mais ils peuvent partager le constat d'un déséquilibre culturel tout en refusant plus nettement qu'une norme esthétique soit édictée depuis l'État. Un troisième pôle, que j'appelle un pôle critique autonome, se distingue par un rejet plus explicite de toute tentative de définition normative de l'art. C'est-à-dire que ce pôle se situe dans une position relativement plus autonome. On y trouve des journalistes et des universitaires qui se situent en dehors du champ du pouvoir et qui considèrent que la construction des normes esthétiques par l'État revêt des connotations autoritaires, même totalitaires. Enfin, une dernière prise de position consiste à radicaliser ce diagnostic en faveur d'un art conservateur. Je l'appelle un pôle de radicalisation conservatrice. Cette prise de position est notamment incarnée par des éditorialistes qui trouvent toutefois cet appel à un art conservateur insuffisant. Ils adoptent un registre polémique et appellent à des transformations plus radicales afin de s'emparer du pouvoir culturel, en employant ce terme même du pouvoir culturel. Cette analyse montre que ce débat, ce n'est pas un affrontement simple, entre deux camps déjà constitués. C'est la structuration d'un espace de production idéologique différencié, traversé par des concurrences internes, mais organisé autour d'un même problème devenu désormais légitime, celui de la faiblesse supposée du pouvoir culturel conservateur. Et à partir de 2013, on observe toutefois une transformation plus profonde de la structure de ce champ de production idéologique. C'est notamment les mobilisations de Gezi au printemps 2013 qui constituent un moment clé. Partie d'une contestation localisée contre un projet d'aménagement urbain à Istanbul, ces mobilisations se transforment rapidement en un mouvement de protestation antigouvernementale d'ampleur nationale. Elles ne produisent pas directement le débat sur la culture quand même, mais elles en modifient profondément les conditions de circulation. On assiste ainsi à une multisectorialisation des prises de position qui s'étendent désormais aux universités, aux think tanks, aux revues, aux institutions politiques. Cela se reflète dans mon graphique et dans mon corpus. Alors que jusqu'en 2012, les interventions étaient principalement concentrées dans l'espace des éditorialistes,
Ça, c'est la courbe en bleu. On observe après 2013 une diversification des lieux d'énonciation avec l'entrée plus marquée d'experts, d'acteurs institutionnels et d'universitaires. Là, les autres couleurs arrivent à partir de 2012-2013. Du coup, Gezi, dans mon analyse, ça constitue un moment de reconfiguration des conditions d'énonciation du problème culturel. Cette séquence ouvre un moment de surpolitisation des champs de production culturelle et scientifique. Elle s'accompagne d'un processus de reprise en main institutionnelle du champ académique par le pouvoir politique. Concrètement, plusieurs instances centrales sont concernées. Ce sont des institutions équivalentes du CNRS, disons, comme Tubitak, Tuba. Ce sont des conseils scientifiques, régulateurs des rapports de force dans le champ académique. Et à partir du début des années 2010, ces institutions font l'objet d'interventions politiques accrues, notamment à travers le contrôle des nominations, des financements et des orientations scientifiques. Par exemple, la théorie de l'évolution est retirée des curricula à partir de 2017. Les études de genre sont de plus en plus proscrites et un contexte d'autocensure renforcé s'installe. Ces transformations modifient les rapports de force. Elles renforcent la dépendance des universitaires à l'égard du pouvoir politique et réduisent l'autonomie du champ scientifique. Autrement dit, la guerre culturelle ne se joue pas seulement dans les journaux ou dans les tribunes, elle se joue aussi dans la redéfinition de ce qu'il est légitime d'enseigner, de financer, de publier et de rechercher. Cette recomposition s'inscrit également dans une séquence politique particulièrement dense. Après Gezi, les élections municipales puis présidentielles de 2014 permettent à Recep Tayyip Erdogan de consolider sa légitimité politique. Mais cette dynamique est fragilisée en 2015. Les élections législatives de juin voient l'AKP perdre sa majorité parlementaire. Qui plus est, l'été 2015 témoigne d'une quasi-guerre civile entre les militaires et les guérillas kurdes. Pardon. Et cette séquence est suivie d'une reconquête du pouvoir lors des élections anticipées de novembre 2015 dans un contexte de forte polarisation. C'est également dans ce contexte que se manifeste une prise de position collective inédite dans le champ académique turc. En janvier 2016, plusieurs centaines d'universitaires signent une pétition dite des universitaires pour la paix pour dénoncer les violences étatiques dans les régions kurdes. Puis, en 2016, la tentative de coup d'État du 15 juillet marque un moment décisif. Elle donne lieu à l'instauration de l'état d'urgence qui permet une extension considérable des prérogatives du pouvoir exécutif de Erdogan. Et dans ce cadre, le champ académique est profondément reconfiguré. Des milliers d'universitaires sont révoqués, poursuivis ou exclus des institutions publiques. Et ces mesures contribuent à dissuader les prises de position critiques et à favoriser les trajectoires alignées sur le pouvoir. Autrement dit, la polarisation culturelle s'articule ici à un processus plus large d'autoritarisation. Et c'est dans ce contexte de surpolitisation et d'hétéronomie accrue qu'émerge une nouvelle génération d'intellectuels. Dans mon corpus, cette nouvelle génération qui produit sur le problème de la culture légitime se distingue avec les acteurs du débat de 2012 par un écart d'âge significatif d'environ 25 ans. Ils sont beaucoup plus jeunes. Mais surtout, cette génération se caractérise par des propriétés sociales spécifiques. J'en distingue deux pôles. Du côté des universitaires et experts, on observe des trajectoires fortement internationalisées, une forte dotation en capital scolaire et une insertion dans des think tanks ou des institutions proches du pouvoir. Du côté des écrivains et journalistes, on trouve des trajectoires davantage ancrées dans les milieux journalistiques éditoriaux, souvent issus de la mouvance islamiste au cours des années 1990, avec des formes de reconnaissance plus dépendantes des sports médiatiques et des réseaux politiques à l'heure actuelle.
Le premier groupe emploie un registre correspondant à une forme d'intervention plus savante. Il est porté par des universitaires souvent insérés dans des think tanks proches du pouvoir, comme la fondation SETA, SETA, financée par des membres de la famille d'Harvard. Et leur rôle consiste à reformuler les enjeux culturels dans un langage théorisé, en mobilisant des références explicites à l'hégémonie culturelle ou au capital symbolique. On en trouve des exemples dans les textes de Fahrettin Altun, qui est un universitaire en communication. Il est également membre du think tank SETA, éditorialiste. Puis, à partir de 2018, il deviendra chef de l'agence de communication de la présidence de la République, c'est-à-dire qu'il sera responsable du propagande du régime. Il explique dans un de ses textes que l'élite kémaliste, ça signifie en fait l'élite issue de la fondation de la République euh, qui, qui se sont attachés aux valeurs du régime républicain des années 30, constitué autour de la figure fondatrice Mustafa Kemal Atatürk. Et du coup, Fahrettin Altun explique dans un de ses textes que cette élite kémaliste chercherait à conserver son hégémonie culturelle en tant que groupe qui accumule des capitaux politiques, sociaux, culturels et intellectuels et qui cherche à gouverner en imposant un mode de vie uniforme. On voit ici l'usage d'un vocabulaire directement inspiré de Bourdieu et de Gramsci pour reformuler un diagnostic politique en termes savants. Ce vocabulaire s'inscrit aussi dans des espaces collectifs de production intellectuelle. Le think tank SETA organise plusieurs conférences explicitement consacrées à la notion d'hégémonie culturelle et produit des rapports, des ouvrages, des dossiers qui contribuent à structurer ce cadrage. Alors que le second registre correspond à un registre polémique, principalement investi dans l'espace journalistique. Ces intellectuels adoptent un mode d'intervention fortement conflictuel, fondé sur une rhétorique guerrière, qui consiste à reformuler les enjeux culturels en termes de lutte contre les élites laïques, contre les institutions héritées du kémalisme ou encore contre des ennemis intérieurs et extérieurs. Par exemple, l'écrivain et journaliste Ercan Yıldırım écrit que le gouvernement doit former un front culturel et qu'il mène une guerre culturelle contre les élites occidentalisées. Enfin, si ces deux registres reposent sur des propriétés sociales et des modes d'intervention distincts, ils tendent néanmoins à converger dans leurs effets. Et ensemble, ces deux registres participent à la transformation des guerres culturelles en un problème public à la fois politisé et institutionnalisé. Cette complémentarité s'inscrit dans un espace de production idéologique de plus en plus structuré par sa proximité avec le pouvoir politique. Les pôles relativement dont j'ai mentionné sont poussés aux marges de ce champ. L'accès aux ressources médiatiques, institutionnelles ou académiques dépend désormais largement du degré d'alignement avec les orientations du régime. La guerre culturelle devient ainsi non seulement un langage politique, mais aussi une ressource de carrière, un principe de visibilité et parfois même une voie d'accès à des positions institutionnelles. Ainsi, vous vous en souvenez, l'auteur de la première série d'éditoriaux Iskandar Pala, il devient en 2018 le chef de la commission des politiques culturelles de la présidence de la République. Cette configuration trouve un prolongement direct dans les discours présidentiels, qui reprennent et amplifient ces diagnostics en les inscrivant dans un récit politique cohérent, centré sur la nécessité de conquérir un pouvoir culturel. Lors de l'ouverture de la troisième Shura de la culture nationale en 2017, dont j'ai mentionné, Erdogan affirme notamment: n'oubliez pas que nous pouvons accéder au pouvoir politique par les élections, par les urnes. Mais pour le pouvoir culturel, nous avons besoin d'un effort, d'un travail beaucoup plus particulier. Nous devons redécouvrir et reconstruire nos valeurs culturelles, nationales et locales. Ce passage opère une distinction explicite entre conquête du pouvoir politique et conquête du pouvoir culturel, et en faisant de cette dernière un objectif stratégique à part entière. Ainsi, les guerres culturelles pensées et proposées par les intellectuels sont reformulées comme un programme d'action.
Cette orientation se traduit par des transformations plus concrètes des politiques culturelles et plus largement des modes d'intervention étatique dans les champs de production symbolique. Premièrement, on observe une reconfiguration des institutions culturelles. Plusieurs projets visent à restructurer les institutions artistiques publiques, les théâtres, les opéras, les orchestres. À cela s'ajoute une politique de nomination d'acteurs culturels alignés sur le pouvoir à la tête de ces institutions. Autrement dit, il s'agit de renforcer l'encadrement politique des champs de production artistique. Deuxièmement, on observe une transformation des critères de financement et de légitimité. Les financements publics ne visent plus seulement à soutenir la production artistique, mais à orienter les contenus vers des formes jugées compatibles avec les valeurs nationales et conservatrices, par exemple autour des représentations du corps, des normes familiales ou encore des questions liées au genre et à la sexualité. Les guerres culturelles passent ici par des instruments concrets, les budgets, les aides, les critères d'éligibilité. On observe aussi un investissement croissant du pouvoir, notamment de la présidence de la République dans les dispositifs de consécration, à travers les prix culturels et scientifiques que cette institution décerne. Des dynamiques comparables existent ailleurs, par exemple en Hongrie, dans le secteur du cinéma. Et troisièmement, cette transformation concerne aussi les espaces de production et production du savoir. Le contrôle des universités s'intensifie, notamment après 2016, avec les révocations. En parallèle, de nouvelles institutions émergent, universités et think tanks comme CETA, qui produisent des savoirs directement alignés sur les priorités du pouvoir. On observe ainsi un affaiblissement des pôles autonomes, même au sein du camp gouvernemental, et un renforcement des positions alignées plus radicales. Autrement dit, les guerres culturelles ne sont pas seulement des discours, ce sont des dispositifs concrets qui permettent de redistribuer les ressources, de reconfigurer les hiérarchies et de redéfinir les conditions de légitimité. Elles fonctionnent comme un véritable instrument de gouvernement. Pour conclure, je voudrais revenir à mon point de départ. On parle souvent des guerres culturelles comme des conflits, mais ce que montre le cas turc, c'est autre chose. Ce ne sont pas seulement des conflits que l'on observe, ce sont aussi des conflits que l'on fabrique, que l'on nomme, que l'on structure et que l'on institutionnalise. Autrement dit, les guerres culturelles ne sont pas uniquement des affrontements symboliques spontanés entre groupes déjà constitués. Elles sont aussi le produit d'un travail social et politique de problématisation. Ce travail passe par des intellectuels, par des médias, par des dispositifs institutionnels, par des arènes de débat et par des interventions venues du sommet de l'État. Il produit des effets concrets, il redéfinit les frontières du disciple, il recompose les hiérarchies intellectuelles, il transforme les conditions de légitimité dans les champs culturels et académiques et il oriente l'action publique. Et surtout, ces conflits ne sont pas seulement symboliques, ils organisent des trajectoires, des institutions et des politiques. Autrement dit, les guerres culturelles ne sont pas simplement un objet de discours, elles constituent dans le cas turc un mode de gouvernement. Je vous remercie beaucoup de votre écoute.